De tous les cinéastes belges, Olivier Smolders est sans aucun doute l'un des plus étranges. Ses petits films de 20 minutes et plus sont des ovnis. Dans sa petite anatomie de l'image, il dissèque les corps humains comme s'il était un martien curieux de ces êtres avec lesquels il joue, les collant dos à dos comme un kaléidoscope capable de percer un secret, peut-être celui de l'âme. Dans Mort à Vignoles, il s'interroge sur cet enfant mort-né. Aurait-il dû prendre sa caméra, filmer cette petite fille au visage de porcelaine dont le cœur a cessé de battre? Aurait-elle existé alors? Serait-ce là le rôle des films de famille? Aussi bien le point de départ du film que je fais aujourd'hui est une image qui n'existe pas. Une image absente parce qu'interdite. Celle d'un visage aperçu quelques minutes, puis aussitôt ravi à mes regards. Olivier Smolders est un extraterrestre, capable d'inventer la part de l'ombre, un documentaire sur un photographe hongrois qui n'existe pas, de s'emparer des carnets de collage d'un malade psychiatrique et d'en faire une légende dorée. Quand il redescend sur Terre, Olivier Smolders est un professeur de français qui se nourrit de la candeur de ses élèves. Donc moi, je veux vraiment connaître une personne et je veux vraiment que ce soit lui, mon mari. Avec eux, ils conjuguent l'accord du pluriel, libèrent leurs paroles, trouvent la richesse de chacun, inventent des génies prêts à réaliser les vœux d'adolescents que l'on ne regardera jamais plus, de la même manière. Olivier Smolders, pour parler de votre envie de cinéma, de ce qui était le point de départ chez vous, il y a cette image, issue sans doute d'un film de famille, une petite fille qui se cache derrière un arbre dans une forêt. Pourquoi ? C'est une image qui représente, qui montre ma petite sœur. C'est une image qui a été faite par mon père quand nous étions tous enfants dans la famille. Et c'est vrai que mes premiers plaisirs comme spectateur de cinéma sont liés au 8 mm et à ces petits films qu'il faisait. Notamment des images qu'il avait faites quand on était au Congo, puisque à la fin des années 50, il était parti pour être professeur de céramique. Et donc, il y avait un rituel dans la maison. Nous n'avions pas la télévision à la maison. Le rituel des images animées, c'était le petit projecteur qu'on sortait de l'armoire et qui permettait de voir ces images tremblotantes, granuleuses. Je pense que c'est une partie de ce qui m'a donné envie de faire des images de ce genre plus tard. Voilà, des images de famille et qui vont se retrouver d'ailleurs dans l'un de vos tout premiers films, Mort à Vignoles, où vous vous servez de ces images pour parler de ce qui a disparu. Oui, c'est un film dans lequel j'ai mélangé donc, des images tournées par mon père en Afrique quand on était enfant, avec des images tournées par mon beau-père sur ses enfants, dont une petite fille que j'allais épouser bien des années plus tard, et un troisième stock d'images qui sont nos propres enfants, filmés à Venise quand ils avaient 7-8 ans. Et l'ensemble de ces images familiales de différentes époques et de différents lieux était prétexte à parler de ce que l'on fait de ces images, de la manière dont on essaye de garder une trace du passé et des gens qu'on aime en les filmant. Oui, d'un événement aussi dramatique qui survient dans votre vie, c'est l'enfant mort-né. Et vous vous demandez si finalement vous auriez dû la filmer pour lui permettre d'exister, que vous regrettez presque de ne pas avoir eu une caméra à ce moment tragique. Oui, c'est un choix qui n'a pas été facile à faire au moment même. Parce que comme tous les pères de famille qui vont avoir un enfant, à l'époque, c'était pas un caméscope, c'était une petite caméra. On a de quoi faire des images. Et puis, quand la naissance ne tourne finalement autrement que ce qui avait été prévu, on ne sait pas s'il faut faire des images. En même temps, la plupart du temps, aujourd'hui, on considère normal pour le travail du deuil de travailler à partir des images. Ainsi, par exemple, on conseille aux mamans qui perdent un enfant de voir leur enfant. Alors qu'à cette époque-là, non, on cachait, on occultait. Et donc, je suis resté avec cette frustration. Et le film s'est construit un petit peu autour de cette image absente. Nous étions arrivés à la maternité ce matin-là pour la naissance de notre premier enfant. Une infirmière chercha longuement le petit battement de cœur qui frappait depuis 9 mois sa mesure obstinée.
Une autre blouse blanche prit ensuite la relève. Puis encore une troisième. Finalement, un médecin mécontent d'avoir dû interrompre son déjeuner marmonna entre ses dents « Ce n'est quand même pas ma faute si cet enfant est mort ». Une petite fille vint au monde dans les heures qui suivirent, noyée dans un flot de sang et pourtant blanche et impassible comme une poupée d'ivoire. J'aurais voulu prendre quelques images de cette fillette endormie avant qu'on ne nous l'enlève pour l'autopsie, mais je n'osais pas. Pour parler de votre procédé, vous nous livrez ce masque qui va être aussi dans un autre film, L'anatomie de l'image. Oui. Alors j'avais eu envie de filmer des cires anatomiques. Souvent, le point de départ d'un film vient d'une chose, un objet, une personne, un animal qu'on a envie de filmer. En tout cas, chez moi, c'est ce qui est le départ. C'est pas du tout l'histoire, c'est quelque chose que j'ai envie d'approcher avec une caméra. Il se fait que depuis toujours, je rêvais de filmer ces cires anatomiques, qui sont des objets magnifiques, qui datent de la fin du XVIIIe, du début du XIXe, et qui montrent des corps humains en cire, de taille réelle mais qui sont ouverts et qui montrent tous les organes intérieurs. C'était des outils pour apprendre aux apprentis médecins comment était fait l'intérieur du corps, à une époque où c'était un peu compliqué de faire des autopsies sur des vrais cadavres. Mais alors vous allez déformer ces images, parce qu'on se demande, c'est un ovni ce film. On ne sait pas très bien en tant que spectateur qu'est-ce que c'est, est-ce qu'elles sont réelles, est-ce que vous vous amusez à faire comme un kaléidoscope par moment avec toutes ces images? Alors j'avais utilisé ces images d'abord d'une façon strictement documentaire dans un film qui s'appelle Voyage autour de ma chambre, où on les voyait telles qu'elles sont dans le musée La Specola à Florence. Très très beau, très très belle collection. Et puis j'avais l'impression que j'étais pas allé jusqu'au bout de mon sujet, et donc j'ai fait un deuxième film, celui-là, Petite anatomie de l'image, qui décompose les images et par conséquent les corps pour les recomposer selon des paramètres parfois un peu délirants. Encore une autre image pour parler de votre procédé, celle-ci qui est issue encore d'un autre film où là, c'est aussi l'imaginaire qui est au pouvoir. Oui. Alors, La Légende dorée, c'est un film qui rassemble une collection d'histoires autour de personnages historiques excessifs. Soit excessifs parce que c'était des grands criminels, soit c'était des grands mystiques, soit c'était des musiciens délirants, peu importe, mais c'est un personnage qui a construit un livre d'images, de collages, à propos de personnages excessifs. Et pour moi, le sujet du film, c'est le rapport que nous avons aux histoires, le besoin terrible. Moi, je me suis demandé, est-ce que ces histoires sont vraies? Est-ce que l'histoire de ce musicien... Oui, toutes les histoires sont vraies. Vous connaissez Gesualdo? Il habitait près de chez moi, à Venosa, près de Naples, en 1590. Vous avez déjà écouté sa musique? Gesualdo avait une femme très belle, mais infidèle. Alors un jour, il a fait semblant de partir à la chasse, mais il est revenu en cachette, comme une souris. Il a trouvé le couple adultère dans la chambre et il les a égorgés tous les deux. Puis, il a exposé leur corps nus, couverts de sang, sur la façade de son palais, avec interdiction d'y toucher. Les amants sont restés là jusqu'à la pourriture.
Pendant ce temps, Gesualdo jouait de la musique pour chasser les démons. C'est un musicien triste. Toutes les histoires sont vraies. Maintenant, même quand on dit qu'une histoire est vraie, on ne peut pas empêcher qu'il y ait probablement une part de légende, surtout lorsque les histoires remontent à une période très ancienne. Mais toutes les histoires sont vraies. La seule chose qui n'est pas vraie dans le film, c'est le narrateur, celui qui a rassemblé ces histoires, qui est interprété par un comédien. Acteur formidable qui est Philippe Grand-Henry, c'est Oui, ça? Philippe Grand-Henry. L'arrêt sur image est issu d'un autre film consacré à un photographe hongrois qui a réellement existé, La part d'ombre. La part de l'ombre est effectivement un documentaire qui est une enquête sur un photographe hongrois qui s'appelle Oskar Benedek et qui a disparu à Budapest en 1944. Pour des tas de raisons mystérieuses, il y a une enquête pour essayer de comprendre pourquoi. On soupçonne qu'il a tué quelqu'un. Peut-être qu'il a tué quelqu'un, peut-être qu'il a été mêlé à des histoires louches avec les nazis, parce que c'est le moment où les nazis envahissent Budapest. Enfin, peut-être qu'il s'est suicidé, on ne sait pas. Et le film essaye d'élucider ce mystère. Sauf que ce photographe n'a jamais existé. Donc, le film est une sorte de pastiche du film documentaire sur ce genre de personnage. Cela dit, pour moi, le plus important, c'est pas de savoir si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Le sujet du film est un peu ailleurs. Mais il se fait que c'est la stratégie du film pour intéresser le spectateur à la singularité de l'histoire de ce personnage. Quand mon frère Miklos est mort, j'avais 12 ans. Je l'ai photographié une dernière fois sur son lit. Il était pâle comme un fantôme. J'ai senti sa mort se glisser lentement dans mes yeux. C'est depuis ce jour-là que je sais avec certitude que la photographie tue. C'est encore plus efficace que les balles. Les grains de l'image contiennent un poison effrayant qui dévore la vie et égare ceux qu'on aime dans une nuit sans fin. Christina, chaque fois que je te photographie, je sais que je te perds un peu. À croire que ton corps est en train de se dissoudre sous mes yeux. Embrasse-moi, ne me laisse jamais seul. Ma vie n'est qu'un abîme de douleur. Alors, c'est un film qui a été coécrit par Thierry Orguelin et moi-même. Et donc, le point de départ, c'était l'envie de faire un film de photographie, notamment à partir des photographies d'un photographe belge contemporain, Jean-François Sprissigo. À partir de là, on a inventé un photographe imaginaire et notamment, on lui a attribué cette espèce de délire de la pensée. Il croit que quand il photographie quelque chose, cette chose-là va disparaître. Comme c'est dans le contexte de la guerre à Budapest, c'est une époque où beaucoup de gens disparaissent. Donc il y a un lien aussi entre cette vision un peu effrayante de la photographie qui tue et la réalité de ce qui se passe historiquement au moment où l'histoire se déroule. Autre arrêt sur image, une jeune fille d'origine turque, je pense, qui était une de vos anciennes élèves et qui va se retrouver parmi d'autres de vos élèves dans un de vos films, L'accord du pluriel. Là, le procédé est totalement différent. Oui, c'est tout autre chose parce que, parallèlement à ma carrière de cinéaste, j'ai enseigné dans l'enseignement secondaire pendant de très nombreuses années. Et au moment où j'ai arrêté ce travail, j'avais envie de conserver, de capturer, de voler un petit peu de tout ce qui m'avait plu dans ce travail, à savoir la jeunesse, la bonne humeur, l'inventivité, même si c'est un métier qui est parfois difficile, le fait de pouvoir côtoyer des jeunes de cette génération-là, moi, m'a fait énormément de bien. Et donc, j'avais envie d'un peu de garder la saveur de ce contact avec ces jeunes-là. Et donc, j'ai fait un film qui s'appelle L'accord du pluriel, qui est un portrait de groupe, et où je les filme d'une façon minimaliste, sur fond noir, en plan fixe, et où on a des conversations sur la vie, l'amour, la mort, la religion, toutes sortes de sujets. Quand j'ai commencé à porter le foulard, personne de ma famille le portait, à part ma mère. Mais j'ai des grandes sœurs, je suis la plus petite. Mes deux sœurs ne le portaient pas, quoi.
Mon père, jamais, il nous a mis la pression. Même ma mère, hein, souvent on dit que c'est les mères aussi. Le père, il dit à la mère elle met la pression sur les filles. Ma mère aussi, jamais. Et même mes copines, hein, j'ai des copines genre Jiane, Rania, Dila. Nos parents, même s'ils ne sont pas nés ici ou quoi, parce que c'est vrai que souvent les parents qu'ils obligent, c'est souvent des parents qui viennent de derrière, qui viennent du pays. Je crois, mon vœu, ce serait que je puisse être heureuse avec ce que j'ai. Par exemple, dans le futur, hein, par exemple, j'ai mon diplôme, que j'en demande pas plus. Parce que souvent, les gens, quand ils ont par exemple un diplôme, ils travaillent, ils demandent toujours plus d'argent, un mari plus beau, une maison plus belle, des trucs comme ça. Mais que je sois heureuse avec ce que j'ai. L'image du futur, celle-ci, c'est un masque chinois? Japonais, c'est un masque No, donc c'est un portrait d'une princesse. Et j'aimerais faire un film dont, si possible, l'entièreté de la bande d'images serait composée par des masques. C'est à partir d'une collection de masques d'origine assez variée. Mais je ne sais pas encore très bien par où prendre cet objet-là. Parce qu'en même temps, je n'ai pas envie que ce soit quelque chose de purement formel. Mais à nouveau, c'est l'envie d'approcher un objet avec un une peu comme canne. avec les cordes aussi. Oui, probablement que ce ne sera pas aussi formel que ça, mais il faut dire que c'est lié aussi un peu à une histoire personnelle, à la mesure où j'ai perdu mon père et ma mère il y a peu de temps, enfin mon père il y a 2 ans, ma mère il y a 1 an, et au moment où ils sont décédés, j'ai eu le sentiment, à cause de la maladie, à cause de la vieillesse, qu'un masque s'était jeté sur eux. C'est-à-dire que dans les derniers moments de la vie, souvent une personne a une grimace qui prend le visage. Et je trouve que c'est quelque chose de très impressionnant et de très dur de voir quelqu'un qu'on aime et auquel on associe une certaine image, tout d'un coup, comme si on vous volait son regard, sa bouche, ses yeux. Et cette histoire de masque est assez ancienne, cette envie de film, ça m'a redonné l'envie de travailler ça. On attend avec impatience votre prochain film. Merci, Olivier Smolders. Merci à vous.